Moi, je suis le vice-président d'Argos 2001. Je m'appelle Denis Maillère. Je suis très heureux d'ouvrir ce 4e café-rencontre de cette journée rencontre en territoire bipolaire à l'occasion de la Journée mondiale des troubles bipolaires. C'est la 4e édition de cette journée mondiale pour ce qui est de la France. Le Labex Biopsy est partenaire de ce café rencontre. Ça veut dire qu'il a financièrement apporté son soutien à cette initiative et on les en remercie. Il va y avoir 2 temps de conversation avec nos intervenants. Un quart d'heure, on va dire, entre leurs mains. Ensuite, un quart d'heure de questions et de réponses. En alternance, une question des internautes et une question de la salle. Je répète, des questions plutôt courtes pour qu'il y en ait le maximum. Je vais faire le rôle désagréable de tenir le temps, parce qu'il y a une retransmission avec les internautes, il faut respecter ce temps-là. Je vais d'abord vous présenter nos intervenants. Vous êtes 3 chercheurs particulièrement investis sur la question des troubles bipolaires. Alors, il y a des intervenants, on peut de tête dire qui ils sont, mais alors avec ceux-là, il faut que je prenne des notes. Vous, Marion Le Boyer, vous êtes professeur de psychiatrie à l'université Paris-Est de Créteil, responsable du pôle de psychiatrie des hôpitaux Henri Mondor, responsable d'une équipe INSERM de psychiatrie translationnelle, directrice de la Fondation fondamentale et co-directrice du laboratoire d'excellence Biopsy. Jocelyn Ouenou, vous êtes psychiatre rattaché aux hôpitaux universitaires Henri Mondor, responsable d'une équipe mixte de recherche rattachée à l'UNIACT, Neurospin, spécialiste en imagerie cérébrale à l'hôpital Albert Chenevier à l'INSERM CEA. Et vous, Stéphane Jamin, directeur de recherche, co-directeur d'une équipe INSERM de psychiatrie translationnelle rattachée à l'Institut Mondor de recherche biomédicale, membre également du Labex Biopsy. Vous vous connaissez tous les 3 car vous partagez vos travaux et vos avancées, et sachez que nous nous réjouissons qu'un maximum de chercheurs se mobilisent sur des questions aussi importantes pour nous. Notre premier temps nous permettra de regarder ce sur quoi vous travaillez, ce qui est nouveau dans la compréhension de cette maladie. Dans un second temps, car pour tout vous dire, nous les patients et proches, nous nous mettons en tête ce que les psychiatres nous disent, c'est-à-dire que la bipolarité, c'est une maladie dont on ne guérit pas. On peut mieux vivre avec des médicaments bien ajustés, avec toutes sortes de psychothérapies et avec une bonne hygiène de vie. Jamais on nous parle vraiment de rémission ni de guérison. Donc il arrive à certains des patients de se demander à quoi sert votre travail de recherche. Marion Le Boyer, la parole est à vous. Merci beaucoup. Je vais commencer par dire que je me réjouis du fait que vous vous réjouissiez, parce que c'est vrai qu'on a rarement le bonheur d'entendre le fait que vous vous réjouissiez que nous faisions de la recherche et que vous partagiez avec nous cette soif de savoir, de comprendre, pour bien sûr mieux soigner et découvrir les mécanismes qui sous-tendent cette maladie. Alors je ne voudrais pas prendre la parole longtemps puisqu'on m'a demandé d'être bref, parce que je pourrais parler un certain nombre d'heures sur ce sujet qui est un de nos sujets de recherche, comme vous le savez. Je voudrais juste insister sur le fait qu'aujourd'hui, à quoi sert la recherche et quel est l'un des principaux obstacles au progrès dans le domaine des troubles bipolaires. Donc un des grands obstacles, c'est l'hétérogénéité de cette maladie. Vous savez tous qu'on parlait il y a quelques décennies de maladie maniaco-dépressive au singulier. Et qu'un des grands progrès, c'est qu'on a changé ce terme en parlant de troubles bipolaires au pluriel. Et ce pluriel qui reflète effectivement la diversité de ce que vous êtes et probablement des maladies que vous avez, eh bien on a du mal à le comprendre. On a du mal à comprendre le S de troubles bipolaires. Et on a absolument besoin d'utiliser tous les outils qui sont disponibles aujourd'hui, fort heureusement, pour essayer de comprendre cette hétérogénéité, pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ce S et derrière toutes ces formes de troubles bipolaires
pour arriver à mieux les diagnostiquer, mieux les comprendre et mieux les soigner. Donc l'hétérogénéité de cette pathologie, aujourd'hui, c'est un de nos combats que d'essayer de mieux la comprendre et d'utiliser tous les outils. On va vous en décrire un certain nombre autour de cette table pour vous donner des exemples très concrets de où on en est aujourd'hui. On a besoin d'un certain nombre d'outils qui sont les outils cognitifs, qui sont les outils biologiques, qui sont les outils fournis par l'imagerie cérébrale, qui sont les outils fournis par le machine learning ou le big data, qui sont les outils fournis par le digital, pour essayer de comprendre l'hétérogénéité, pour essayer de développer des outils diagnostiques et pour faire que ces outils diagnostiques permettent d'identifier des formes cliniques homogènes de la maladie qu'on va mieux comprendre de façon plus précise et pour lesquelles on espère pouvoir développer des stratégies thérapeutiques encore plus efficaces et surtout plus précises que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc, comme on m'a demandé d'être extrêmement courte, je crois que je devais dire qu'un mot, donc j'ai un petit peu débordé. Je vais passer la parole à, je crois, Jocelyn Ouinou, qui va nous donner un exemple de ce à quoi sert l'imagerie cérébrale, l'imagerie qu'il fait sur la plateforme Neurospin, donc à Saclay au CEA, à l'INSERM, pour essayer de mieux comprendre cette hétérogénéité de la pathologie. Merci. Donc, je vais donner un court exemple de comment est-ce qu'on peut utiliser par exemple, une technique comme l'imagerie cérébrale, l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM, pour essayer de mieux comprendre cette hétérogénéité du trouble bipolaire. En fait, on ne sait pas quand même à l'heure actuelle quelles sont les formes de troubles bipolaires qui ont une base biologique un peu différente. Alors, quand on classe, entre guillemets, le trouble bipolaire, classiquement, on le classe en par exemple le trouble bipolaire de type 1 et trouble bipolaire de type 2, et avec le trouble bipolaire de type 1, dont les patients qui en sont atteints font des épisodes maniaques, et les troubles bipolaires de type 2 font des épisodes dits hypomaniaques. Et après, quand on regarde vraiment s'il y a une différence, par exemple, anatomique ou des bases génétiques ou sur la réponse au traitement, etc., on se rend compte qu'en fait, c'est une classification un peu artificielle qu'on fait parce qu'elle est la plus visible pour le patient, la famille et le médecin, mais en fait, on ne trouve aucune différence biologique entre ces deux formes. Alors nous, on s'est dit, on va essayer de voir un petit peu si, en regardant l'anatomie cérébrale, on sait qu'il y a quelques variations chez les patients atteints de troubles bipolaires, est-ce qu'on peut identifier des formes qui ont une anatomie un peu commune, homogène, et qui pourraient nous indiquer que peut-être une forme de trouble bipolaire a une base biologique un peu spécifique, ce qui voudrait dire à terme peut-être un traitement un peu plus spécifique. Et donc comment est-ce qu'on fait en pratique ? On a scanné en IRM 120 patients bipolaires, donc ça se fait en collaboration, donc c'est en France, mais c'était aussi en Allemagne et aux États-Unis. On a scanné 120 patients atteints de troubles bipolaires, on a recueilli plein de caractéristiques de la maladie et on a regardé un petit peu quelles sont les caractéristiques qui étaient associées à des variations de l'anatomie dans le cerveau. Et si vous voulez, on pourra en discuter un peu plus tard, mais on a vu que par exemple, effectivement, le trouble bipolaire de type 1 et le trouble bipolaire de type 2, il n'y avait aucune différence anatomique qu'on pouvait voir, aucune base biologique, neurobiologique visible. Et en fait, ce qu'on a pu observer, c'était des différences assez marquées entre les patients qui avaient connu dans leur vie des moments d'épisodes délirants versus les patients qui n'avaient jamais connu de moments délirants. Et en fait, si on regarde d'autres modalités que l'imagerie, comme la génétique, etc., on se rend compte en fait qu'il y a peut-être une spécificité aux antécédents d'épisodes délirants pendant les épisodes maniaques ou dépressifs, et que peut-être là il y a une base biologique un peu distincte des autres troubles bipolaires, et donc peut-être un traitement un peu différent. Voilà, donc ça c'était pour donner une petite illustration de ce qu'on peut faire. On pourra discuter un peu aussi des nouvelles façons un peu de décrypter cette hétérogénéité avec l'intelligence artificielle. On va essayer de demander à l'ordinateur de trouver tout seul des formes différentes de troubles bipolaires, mais on pourra en parler un peu plus tard. Donc merci à tous d'être là. Je ne vais pas parler trop près. Moi je suis généticien, on s'intéresse aux formes biologiques, aux différentes sous-formes biologiques du trouble bipolaire, comme l'ont décrit à la fois Marion Leboyer sur la très grande hétérogénéité de cette maladie et, comme vient de le préciser Jocelyn, sur la caractérisation
par d'autres aspects de la maladie, comme par exemple l'imagerie cérébrale. C'est quand même assez compliqué souvent de devoir faire systématiquement une imagerie cérébrale pour tout le monde. Donc ce qu'on essaie d'identifier chez les personnes pour trouver ces sous-groupes de maladies sont des marqueurs biologiques qu'on peut mesurer relativement facilement, soit par une prise de sang, soit par un autre marqueur qui peut être facilement mesurable chez les patients. On s'intéresse à essayer de faire des sous-groupes de patients, on essaie de se focaliser sur quelques aspects cliniques particuliers. L'exemple que vient de donner Jocelyn en est un. On s'est intéressé à d'autres formes. Par exemple, on s'est particulièrement intéressé aux formes à début précoce de la maladie. On sait que les formes à début précoce ont quelques particularités cliniques en elles-mêmes. Elles sont plus sévères. Elles ont un certain nombre d'autres manifestations de troubles associés, notamment d'autres troubles psychiatriques qui sont associés. Et donc, la recherche en génétique, notamment sur ces formes à début précoce, nous a permis d'identifier des variations génétiques, des modifications du génome, qui nous permet de mettre le doigt sur des mécanismes moléculaires qui sont altérés chez certaines personnes, chez ces personnes avec des formes à début précoce. Notamment, on a pu montrer que la communication entre les neurones au niveau du cerveau était affectée chez certaines personnes qui portaient un certain nombre de variations génétiques particulières identifiées chez quelques patients. Et avec Jocelyn, on a également pu montrer que cette communication altérée pouvait avoir des conséquences en fait sur la façon dont les régions cérébrales communiquent entre elles, notamment la région qui traite l'information du signal et la région qui traite les émotions. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, c'est qu'on s'est intéressé en particulier aux personnes qui ont des troubles du sommeil ou qui ont des troubles des rythmes circadiens. Les rythmes circadiens sont des rythmes biologiques qu'on a tous. Et chez certaines personnes, ils sont perturbés. Et quand on s'intéresse en particulier à ces personnes-là, on regarde également les différentes molécules qui régulent ces rythmes circadiens ou le rythme du sommeil. On a pu identifier, pareil, des variations génétiques chez ces personnes qui, notamment, ont des conséquences sur la synthèse d'une hormone, qui est la mélatonine, et qui est une hormone qui facilite l'endormissement. Donc comme ça, on peut, en partant d'un symptôme qui est présent chez plusieurs patients, mais pas chez tous, arriver à identifier des mécanismes qui peuvent nous mettre le doigt, qui nous permettent de mettre le doigt sur un mécanisme particulier et voir qu'il y a des conséquences en particulier sur ce mécanisme qu'on peut essayer de prendre en charge plus spécifiquement. Alors, nous rentrons dans la phase des questions. Une question ici dans la salle, on va commencer ici, peut-être avec ton micro, Johanna. Non ? Si vous voulez vous rapprocher, voilà. Bonjour à tous. Vous parlez de la mélatonine par rapport au cycle circadien, tout ça. Et la prise de... Vous m'entendez bien ? La prise de mélatonine supplémentaire pourrait pas aider les patients pour éviter peut-être des crises, je ne sais pas. Je vais peut-être répondre. La mélatonine est utilisée de façon très fréquente et très courante chez beaucoup de patients bipolaires qui ont des troubles de rythme circadien. On sait sur le plan biologique, pour compléter ce que vient de dire Stéphane Jamin, que la plupart des patients bipolaires ont un décalage de synthèse de cette hormone mélatonine qui est synthétisée en général au moment où la nuit tombe et qui explique qu'il y a un couplage entre l'endormissement et le moment où il y a moins de lumière et où la nuit tombe. Ce n'est pas le cas chez les patients bipolaires, chez un grand nombre d'entre eux qui ont non seulement un décalage, mais aussi un pic de mélatonine qui est moins important. Or, on sait aussi, vous le savez probablement beaucoup mieux que moi, que les troubles du rythme, les troubles du sommeil sont des facteurs déclenchants d'épisodes maniaques ou d'épisodes dépressifs. Et on sait que donc la prescription de mélatonine associée à des règles de sommeil et à des règles de rythme et de veille-sommeil qui sont à prendre ou à effectuer en même temps que la prise de mélatonine améliore beaucoup la situation. Donc tout ça est une conséquence directe, puisque c'était la question qui était posée, de recherches qui ont été faites sur la recherche donc, de ces dosages de mélatonine, la recherche des causes de ces anomalies de synthèse de mélatonine, la recherche génétique. Donc, vous voyez un lien direct entre un phénomène clinique qui est connu depuis très longtemps, qui est le facteur déclenchant que sont les troubles du sommeil, l'observation biologique et puis la prescription
personnalisée de mélatonine. Une question aux internautes, des internautes. Une question d'Aquila. Est-ce une maladie héréditaire? Alors, oui, on a un grand nombre d'arguments pour démontrer que cette maladie est héréditaire. Les premiers proviennent de l'observation des familles, où on s'aperçoit que dans les familles de personnes avec un trouble bipolaire, il y a plus de troubles bipolaires que dans la population générale. Les arguments proviennent principalement des études sur les jumeaux, où on regarde le taux, ce qu'on appelle le taux de concordance chez les vrais jumeaux par rapport au taux de concordance chez les faux jumeaux. On sait que quand on a deux vrais jumeaux, le taux est nettement supérieur d'avoir un trouble bipolaire pour le second jumeau lorsque le premier est atteint. Ce qu'on n'observe pas chez les faux jumeaux, qui a le même taux que les frères et sœurs classiques. On peut ainsi estimer ce qu'on appelle l'héritabilité, c'est-à-dire la part de la maladie qui est expliquée par les gènes, autour de 60 à 80% en fonction de la façon dont on le calcule, mais en général, on est sur cette observation. Alors attendez. Concrètement, Ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire qu'on sait que la génétique contribue à la maladie à hauteur de au moins 60%, d'une manière générale sur l'ensemble de la population. Mais ça ne veut pas dire que pour chaque individu, la cause de la maladie, c'est 60% de ses gènes et 40% des facteurs environnementaux. Ça veut dire que lorsqu'on regarde l'ensemble de ces maladies regroupées ensemble, pour certaines personnes, il va y avoir surtout des facteurs génétiques, pour certaines personnes, il va y avoir surtout des facteurs environnementaux. On constate en général qu'il y a la contribution à la fois des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux qui sont là pour déclencher la maladie. Moi, je trouve que c'est déjà une formidable victoire qu'on sache qu'il y a un support biologique à cette maladie et que ça se voit en imagerie médicale. Je ne pense pas que ça date de si longtemps que ça, parce qu'il y a encore quand même pas mal de gens qui disent que on est fou, mais qu'il n'y a pas de support biologique. Déjà, ça, je trouve ça en fait extrêmement rassurant, parce qu'on a quelque chose sur lequel se fier et travailler. Moi, je trouve ça très intéressant ce que vous avez fait, puisque vous arrivez à identifier différentes sommes à l'IRM, différentes. Mais je voudrais savoir si vous avez sûrement pas eu le temps de voir si l'imagerie évolue chez une même personne. Parce que ça, ce serait vraiment très, très intéressant. Et voir si les traitements enrayent cette évolution. Mais je pense que vous n'avez pas eu le temps. En fait, il faut absolument que vous veniez chez nous, puisque c'est le prochain projet qu'on veut faire, en fait, et que beaucoup d'équipes veulent faire. Effectivement, c'est exactement cette question, c'est de pouvoir suivre dès le début de la maladie l'évolution du cerveau, l'impact par exemple des épisodes de dépression, de manie, l'impact aussi des traitements, voir comment ils agissent. C'est effectivement vraiment des prochaines étapes. Mais si vous avez d'autres idées comme ça, pas hésiter. Et juste, je voudrais reprendre sur ce que vous disiez au tout début. Effectivement, je pense que toutes ces recherches ont quand même aussi un intérêt, c'est de montrer qu'il y a des bases objectivables. C'est une grande victoire. Et effectivement, c'est quand même, rien que ça, c'est déjà, je pense, très important, et même en pratique quotidienne, je trouve, dans les explications qu'on peut donner aux patients ou à leur famille, c'est quand même quelque chose de vraiment important. À quelle échéance, cette prochaine étape? Les suivis, alors c'est assez difficile. Alors là où c'est difficile de réaliser comme ça des suivis, déjà à la Fondation, on réalise des suivis cliniques et biologiques de cohortes, donc de patients qu'on voit tous les ans, tous les 6 mois dans les centres experts de la Fondation. Après, pour tout ce qui est examen un peu supplémentaire comme l'imagerie, il y a des contraintes économiques et de coûts qui sont importantes. Déjà, avoir aujourd'hui, et c'est pas une situation normale, mais avoir pour la pratique clinique une IRM, même dans les grandes villes françaises, c'est déjà compliqué. Donc pouvoir scanner tous les ans ou tous les 2 ans des patients dans le cadre de la recherche, c'est un verrou économique et technique qu'il faut pouvoir franchir. Avant que Marion ne complète, je rajoute une règle, on ne parle pas et on ne prend pas la parole sans micro. Non pas qu'on ne s'entende pas ici, mais les internautes, eux, ils ne vous entendent pas. J'ai le micro, donc je le garde. Non, j'avais juste un petit point à compléter par rapport à la question que vous venez de poser, qui est, vous n'avez sûrement pas eu le temps de regarder si, au cours de l'évolution, l'imagerie change.
C'est pas un problème de temps. On a l'infrastructure qu'on a créée à la Fondation fondamentale permet tout à fait de le faire, puisqu'on a des corps de patients qui sont suivis sur le plan clinique et sur le plan biologique. Le problème, je me permets, puisque j'ai un micro, de le dire, c'est que ça coûte très cher. Et que la recherche sur le trouble bipolaire, elle est extrêmement peu soutenue. Donc, puisque j'ai un micro, je le dis, parce que c'est vraiment un problème. On pourrait aller extrêmement vite. On a les moyens techniques, on a les hypothèses, on a les infrastructures, mais il faut savoir qu'une imagerie, comme ce que fait Jocelyn, c'est à peu près 800 € par patient. Donc, sans compter l'analyse et tout ce qu'il faut faire d'autre comme évaluation. Donc, la recherche, ça coûte cher. Tout ça est tout à fait faisable, c'est extrêmement important, et encore une fois, je me réjouis qu'on puisse vous décrire tout ça, mais on a besoin de moyens. Voilà, tout ce que je voulais dire. On y reviendra un petit peu plus tard. La question d'un internaute. Autre question un peu pédagogique, que veut dire facteurs environnementaux? En général, on compte dans les facteurs environnementaux tout ce qui n'est pas génétique, et donc une définition relativement large. Il y en a un certain nombre qui ont été identifiés maintenant sur les troubles bipolaires. Marion tout à l'heure a évoqué notamment le rythme de vie. On sait que ça contribue, mais on sait que les traumatismes infantiles également contribuent à l'apparition des symptômes plus tard chez les personnes. Il y en a plusieurs qui sont identifiés. Je ne sais pas si... On en évoquera probablement d'autres un peu plus tard. Oui, dans la salle, avec le micro. Bonjour, oui, moi je me demande, Tout près de la bouche. Je rebondis un petit peu sur traumatisme infantile. Est-ce que ça peut être des traumatismes aussi qui viennent plus tard et même quelques mois avant le diagnostic ou est-ce que c'est essentiellement des choses de l'enfance? Alors, l'élément stress, c'est vraiment quelque chose qui est retrouvé à plusieurs moments de la vie des patients bipolaires. Ce qui veut dire qu'au cours des études qu'on a fait, on a comparé différents âges avec une population normale. On retrouve une association avec des traumatismes pendant la petite enfance, avec des traumatismes pendant l'enfance et avec des traumatismes ou des stress pendant la vie adulte. Très probablement parce que la capacité des patients bipolaires, à cause de l'équipement génétique qu'ils portent, fait qu'ils arrivent pas très bien à faire face à toute une série de situations stressantes. Et c'est pour ça que c'est important de le savoir. Là aussi, ça a des conséquences thérapeutiques pour qu'on arrive à les aider à mieux gérer, à mieux faire face à des situations de stress. Et c'est aussi important sur le plan de la compréhension, parce que ça donne des voies sur le plan des hypothèses qu'on peut évoquer par rapport à ces difficultés à gérer, à métaboliser, à faire face à des situations de stress. Alors, une question internaute? Non? Alors, allez-y, prenez le micro derrière vous. En ce qui concerne les gènes de susceptibilité, est-ce qu'il y a une spécificité pour les troubles bipolaires ou est-ce qu'il y a un lien avec d'autres maladies psychiatriques? Je pense à l'autisme. Alors, la génétique sur les troubles bipolaires, comme la génétique sur les maladies psychiatriques, a vraiment progressé de manière considérable ces 10 dernières années. On a vraiment aujourd'hui une vision beaucoup plus claire que ce qu'elle n'était il y a encore 10 ans. Ce qu'on a surtout trouvé, c'est qu'il y avait très peu de spécificité. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, d'abord le premier message, c'est qu'il n'y a pas un gène, il y a un très grand nombre de gènes, un très grand nombre de variations génétiques. On a tous beaucoup de variations génétiques, on porte tous beaucoup de variations génétiques qui sont nos spécificités, qui font la singularité de chaque individu. Et il y a un certain nombre de ces variations qui contribuent à augmenter la vulnérabilité à ces maladies. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est plutôt l'accumulation d'un grand nombre de variations qui augmente le risque, de manière assez linéaire, d'ailleurs assez progressive. Et on s'aperçoit qu'il y a très peu de spécificité. On a beaucoup de chevauchements, notamment sur cette vulnérabilité entre la schizophrénie et les troubles bipolaires, moins sur d'autres pathologies comme l'autisme, ou moins sur encore d'autres maladies comme les troubles de l'attention ou l'hyperactivité. On a aussi un chevauchement assez important avec les troubles dépressifs majeurs d'une manière générale. Oui, bonjour. Je voulais savoir s'il y avait un lien entre les phases de dépression et l'inflammation, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des pistes de recherche en ce sens sur le stress oxydatif ou les antioxydants? Alors c'est un de nos sujets, de mes sujets majeurs de recherche, donc je ne sais pas si vous voulez que j'y réponde maintenant ou qu'on en parle tout à l'heure.
C'est une piste de recherche extrêmement importante, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure quand on parlera d'autres exemples, à la fois pour identifier des biomarqueurs périphériques, puisqu'il y a une composante inflammatoire qui est maintenant très bien connue et très bien décrite, mais en plus de ces biomarqueurs, c'est aussi une voie extrêmement importante pour comprendre les mécanismes qui sous-tendent cette maladie et aussi pour développer toute une série de stratégies thérapeutiques innovantes. J'y reviendrai. Autre question? Je voudrais revenir sur l'imagerie. Je voudrais savoir si en dehors des tests et des recherches que vous faites, l'imagerie devrait entrer dans le suivi des bipolaires. Parce que voilà, on a quelque chose qui concerne le cerveau et personnellement, on n'a jamais fait aucune IRM. Aujourd'hui, la situation dans le trouble bipolaire, alors c'est vrai en psychiatrie générale, mais dans le trouble bipolaire, c'est que dans la prise en charge, si on compare à toutes les autres maladies, on ne fait jamais, sauf exception, d'examen de laboratoire, d'imagerie, de prise de sang, d'analyse génétique, etc. Parce que à l'heure actuelle, l'utilité, elle est vraiment limitée à certains cas. On n'a pas d'indication générale comme ça. Mais effectivement, ça c'est un des sujets de recherche qu'on a, c'est que quand même, effectivement, comme vous dites, c'est une maladie du cerveau, ça on est un peu plus sûr de ça, et donc, par exemple, en imagerie cérébrale, on devrait pouvoir voir quelque chose sur l'anatomie, le fonctionnement du cerveau, par exemple pour aider au diagnostic. Donc ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, on utilise des techniques de reconnaissance automatique des images. Vous savez, c'est d'intelligence artificielle, les ordinateurs qui apprennent tout seuls à reconnaître des images de bouteilles de chaussures ou des choses comme ça. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met dans l'ordinateur des images d'IRM de patients atteints de troubles bipolaires et puis de sujets qui n'ont pas de troubles bipolaires. Et l'ordinateur apprend tout seul à faire la différence. À essayer de reconnaître l'IRM d'un patient atteint de troubles bipolaires et d'un sujet qui n'a pas de troubles bipolaires. Alors aujourd'hui, ça ne marche pas encore très bien, mais il y a quand même quelques études qui montrent que on devrait pouvoir, pas faire le diagnostic à 100%, ça n'arrivera pas, probablement ça n'arrivera pas, mais aider le clinicien quand même à orienter vers un trouble bipolaire ou l'absence de trouble bipolaire, et ça, ce sera très important, par exemple au début de la maladie ou devant, parce qu'aujourd'hui on a un grand retard diagnostique pour plein de raisons, mais pour une bonne raison qui est que devant un premier épisode de dépression, on a très peu d'arguments pour faire un diagnostic de trouble bipolaire. Alors s'il y a quelqu'un dans la famille qui a un trouble bipolaire, si c'est juste après un accouchement, on a quelques indices, mais on n'a pas grand-chose de plus. Et on peut imaginer qu'un jour on puisse faire une IRM, quelques examens biologiques qui puissent nous aiguiller un petit peu. Merci. Je complète juste un petit peu en réponse à votre question et à votre remarque qui est on n'a jamais fait d'examen, si je comprends bien, d'examen biologique. Par ailleurs, mais je posais la question à chaque fois. Voilà. Donc il y a un point qui est extrêmement important, qui a été découvert, je pense, à peu près ces 10 dernières années, qui est l'importance du suivi biologique et du dépistage de ce qu'on appelle le syndrome métabolique ou encore les hypothyroïdies. Donc c'est extrêmement important de demander à son généraliste, quand on a un trouble bipolaire, ou à son psychiatre d'ailleurs, de faire tous les ans un suivi de ce qu'on appelle le syndrome métabolique, c'est-à-dire de suivre son poids, de suivre son bilan lipidique, de suivre la glycémie et de suivre son bilan thyroïdien. Je ne parle pas du dosage des médicaments qui doit être aussi effectué régulièrement. Donc ce n'est pas de la recherche, c'est de la pratique médicale de tous les jours, mais c'est extrêmement important puisqu'on a montré que quand on a un trouble bipolaire, on a un risque plus important de développer un certain nombre de pathologies, entre guillemets médicales, qui peuvent être des maladies cardiovasculaires, qui peuvent être le diabète, qui peuvent être des dysthyroïdies. Ce n'est pas obligé, mais on sait que ça survient plus fréquemment que la population générale, donc il faut y être vigilant. Dernière question, madame. Oui, et je comprends. Enfin, est-ce qu'il y a un lien aussi avec les hormones progestérone, testostérone et tout? Parce que, c'est un cas personnel, mais ma fille a une endométriose et on lui a prescrit du Visanne, progestérone, et elle a déclenché il y a peu de temps une dépression un petit peu délirante. Et on dit bien dans la notice de Visanne qu'en cas d'aggravation d'une dépression, il faudra arrêter le médicament. Mais qu'est-ce qu'on fait alors pour traiter l'endométriose qui est très invalidante par ailleurs?
Bon, alors on sait et on ne sait pas, c'est toujours difficile de répondre pour un cas particulier, mais alors, on est sûr que les hormones type estrogène, par exemple, ou androgène, ont un effet sur l'humeur. L'exemple le plus typique, c'est le baby blues après l'accouchement. On sait qu'il y a des modifications hormonales brutales après l'accouchement qui sont directement responsables des mouvements d'humeur juste après l'accouchement. C'est physiologique, c'est normal. On sait aussi, par exemple, que certains traitements hormonaux ou anti-hormonaux, dans le traitement de cancer du sein, etc., ont des effets, pour le coup, la dépressogène aussi. Donc effectivement, il y a toujours une intrication, et effectivement, si un traitement hormonal rend déprimé, il faut réévaluer la balance bénéfice-risque, parce qu'on a donné ce traitement pour une bonne raison aussi. Donc c'est effectivement toujours à prendre en compte. Dans le trouble bipolaire, c'est un peu moins bien connu quand même, l'interaction avec les facteurs hormonaux, mais évidemment qu'en particulier tout ce qui est œstrogène a un gros impact sur l'humeur. Donc on termine ce premier temps avec une dernière question d'un internaute. Une question de Christiane. Un intervenant connaît-il le lien entre le microbiote intestinal, notre deuxième cerveau, et le cerveau? Alors c'est une question très importante qui fait aussi l'objet de recherches extrêmement actives en ce moment, puisqu'on a découvert il n'y a pas très longtemps qu'on avait un deuxième cerveau, qui est cette flore digestive, cette flore intestinale, dont on sait que pour toute une série de raisons, en particulier liées à l'inflammation, elle est modifiée dans certaines pathologies psychiatriques, en particulier dans la dépression et dans le trouble bipolaire. Donc c'est des travaux qui sont en cours, parce que la flore microbienne c'est extrêmement compliqué à décrire, et c'est encore plus compliqué, n'en déplaise à mon voisin de droite, que notre patrimoine génétique. Donc c'est vraiment des travaux qui sont compliqués, c'est une lecture difficile. Néanmoins, c'est un domaine qui est très porteur d'espoir, parce qu'on espère qu'un jour on arrivera à identifier une signature microbienne dans certaines pathologies et qu'on pourrait essayer de la corriger avec des compléments alimentaires, donc avec des probiotiques. Tout ça, ce sont des recherches qui sont très activement en cours, auxquelles nous participons en collaboration avec l'INRA, dans laquelle il y a une plateforme qui s'appelle Métagénopolis, qui fait partie des très grandes plateformes dans ce domaine. Et donc la France est bien placée pour pouvoir faire de la recherche dans ce domaine. Merci. On passe au deuxième temps en essayant de demander à nos intervenants de nous expliquer donc cette volonté qui est la vôtre de dissocier, de bien repérer l'ensemble des maladies et l'ensemble des troubles bipolaires. Ça fait du coup, ça multiplie le nombre de cas. Si je crois vous parlez de stratification. Qu'est-ce que ça va, enfin, quels outils vous voyez mettre suite à cela, sur lequel vous travaillez, et qu'est-ce que ça peut changer concrètement pour les patients demain? Donc il y a plusieurs éléments. D'abord, je voudrais rappeler qu'au-delà de cet aspect qui est la recherche sur la stratification et sur donc ce qu'on appelle la médecine de précision, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on sait soigner un trouble bipolaire et que le triptyque classique du traitement du trouble bipolaire, il est valable quelle que soit la forme qu'on arrivera peut-être un jour à identifier. Et je voudrais rappeler ici quelque chose que vous savez très bien, qui est que le traitement efficace d'un trouble bipolaire, il associe un traitement thymorégulateur à la thérapie psychosociale qui est choisie par le professionnel à un moment donné, et à des règles d'hygiène de vie dont on a un petit peu parlé avec les questions qui ont été évoquées, c'est-à-dire une bonne alimentation, un bon rythme de sommeil et une activité physique. Donc ça, c'est la règle de base. Au-delà de cette règle de base, on aimerait faire mieux. Et pour faire mieux, on a effectivement besoin de ce qu'on appelle la médecine de précision ou la médecine personnalisée, qui est cette médecine qui cherche le bon traitement pour le bon patient à un bon moment. Et c'est ce qu'on fait, par exemple, dans les maladies cardiovasculaires, où on est capable, de manière extrêmement précise, de poser un diagnostic d'une maladie spécifique avec des marqueurs biologiques particuliers et de développer des stratégies thérapeutiques que je viens de décrire, mais de façon personnalisée pour un patient donné à un moment donné de son évolution. Alors, puisque j'ai le micro, je peux continuer en vous donnant un exemple qui a déjà été un petit peu évoqué dans les questions, qui est la voie de l'inflammation et de l'immunologie. C'est un des grands espoirs de à la fois la stratification
la meilleure compréhension de la maladie et des espoirs thérapeutiques. Et ça vous donne donc une illustration de à quoi ça sert la recherche dans la prise en charge et dans les espoirs qu'on peut avoir de faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Pourquoi ? Aujourd'hui, on sait, Stéphane Jamin vous l'a expliqué, que le trouble bipolaire naît de l'interaction entre un terrain génétique favorisant qui rencontre un ou des facteurs environnementaux. C'est dans ce contexte-là qu'on peut parler de gènes qui ont un rôle sur le plan du développement synaptique, mais aussi de gènes qui ont un rôle sur notre système immunitaire et qui vont faire qu'on soit capable, bien ou mal, de se défendre par rapport à un certain nombre de facteurs environnementaux. On a parlé du stress, mais il y a une autre découverte de ces dernières années, c'est l'importance des infections. Et l'importance des infections très tôt dans la vie, parce que il y a plusieurs équipes, en particulier du nord de l'Europe, qui ont montré qu'il y avait une association plus importante entre la survenue d'infections pendant la vie in utero, pendant la vie périnatale, qui augmentait le risque de développer un certain nombre de pathologies, dont le trouble bipolaire. On a ensuite montré avec les équipes de la Fondation fondamentale que ça s'expliquait probablement parce que dans certains cas, il y avait une association avec des variants génétiques de ces gènes du système immunitaire qui faisaient qu'on se défendait un petit peu moins bien contre des infections, contre des stress, contre un certain nombre de facteurs environnementaux. Cette interaction gène-environnement, elle va contribuer à déclencher une inflammation périphérique, une inflammation au niveau du système nerveux central et une inflammation au niveau digestif. Alors ce n'est pas une inflammation comme on en voit dans une septicémie, c'est une inflammation de très bas niveau, mais qui va être en permanence là et qui va entraîner en particulier une augmentation de la perméabilité d'un certain nombre de barrières. On a parlé tout à l'heure du microbiote, et en particulier, on sait que cette inflammation, elle augmente la perméabilité de la barrière digestive. Et cette augmentation de la perméabilité de la barrière digestive, elle entraîne le risque que passe à travers cette barrière qui est légèrement plus perméable qu'elle ne devrait l'être, que passe un certain nombre de nutriments, d'antigènes qui vont déclencher des réactions immunitaires et déclencher toute une série d'autres phénomènes qu'on est en train de commencer à identifier et qui permettent non seulement de développer des biomarqueurs, en particulier des marqueurs de l'inflammation, l'identification d'auto-anticorps ou cette flore microbienne dont on a parlé tout à l'heure, et qui permettront aussi, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, on n'en est que à l'étape de la recherche clinique, que chez certains patients chez qui on arrivera à identifier une signature inflammatoire, on puisse rajouter au triptyque thérapeutique dont je vous ai parlé tout à l'heure, des anti-inflammatoires. On n'en est pas là, mais il y a des essais thérapeutiques qui sont en cours avec des médicaments extrêmement bien connus, mais c'est absolument pas aujourd'hui dans la pratique de tous les jours. Ça fait partie de la recherche, de même que la recherche de ces signatures inflammatoires. Mais c'est important qu'on vous fasse part de ces découvertes parce qu'il y a énormément d'équipes qui travaillent là-dessus. C'est vraiment une innovation de ces dernières années dont nous, dans le laboratoire, on passe énormément de temps parce qu'on pense que c'est extrêmement important comme voie d'espoir sur les trois axes qu'on vous a tous les trois décrits, qui est mieux diagnostiquer, mieux comprendre et mieux soigner. Oui, un petit exemple par rapport aux exemples que je vous ai pris tout à l'heure sur les anomalies de rythme circadien ou de la synthèse de mélatonine. Ça a été évoqué, on donne de la mélatonine déjà aux patients avec des troubles bipolaires, en particulier quand ils ont des troubles du sommeil, mais l'apport de la mesure de cette mélatonine ou au contraire carrément de marqueurs génétiques qui permettraient de refléter, de savoir si des personnes ont des anomalies de cette synthèse de mélatonine, permettrait d'identifier a priori pour qui ce genre de traitement serait le plus bénéfique et de savoir si le problème provient d'une absence totale de mélatonine ou d'un dérèglement au moment de cette synthèse, c'est-à-dire si c'est un problème de timing sur le long de la journée. Et donc c'est ce genre d'information que nous apporte la possibilité de faire ces catégories biologiques en fait, de patients pour arriver à identifier pour qui ces traitements qu'on utilise déjà serait le plus bénéfique. Et un autre exemple sur le développement d'un nouveau type de traitement, on essaie de développer des nouvelles formes de thérapie, de psychothérapie un peu particulières grâce à l'imagerie cérébrale. On va essayer de faire apprendre à des patients bipolaires entre guillemets stabilisés, donc avec les symptômes quand même qui restent souvent, par exemple des petits symptômes de dépression, vous connaissez bien, entre les épisodes. On va essayer d'apprendre à ces patients, dans l'IRM, à réguler l'activité de leur amygdale, qui est une des régions cérébrales très impliquées dans
dans le traitement des émotions. En fait, on va leur montrer en direct l'activité de leur amygdale et ils vont devoir essayer d'apprendre à la réguler. Alors on sait que ça a déjà été fait dans d'autres pathologies, dans l'hyperactivité, dans les douleurs chroniques, et que ça peut marcher, et qu'après on peut essayer de comprendre un peu les stratégies qu'ont employées les patients pour essayer de mieux réguler leurs émotions. Donc ça, ce sera un apport direct de la recherche de développer des nouvelles stratégies de régulation des émotions chez les patients bipolaires qui ont toujours des symptômes résiduels handicapants. On devine bien que les sujets pourraient nous prendre beaucoup plus de temps. Hein. La règle, c'était de donner des exemples, mais bien évidemment, il y a plein d'informations qui nous manquent, mais c'est la règle du jeu. Donc, à vos questions, internautes. Alors, une question de Constance. Quelles sont les pistes les plus proches d'une généralisation en pratique clinique? Personne ne veut lui répondre. C'est toujours un petit peu difficile de répondre à cette question. Par définition, on ne sait pas ce qui va avancer le plus vite ou pas. Je pense quand même l'apport de ce qu'on appelait la stratification, c'est-à-dire d'essayer de trouver des sous-types de maladies bipolaires qui répondent plus à certains types de traitements, plus à certaines formes de psychothérapie ou plus à certains médicaments que d'autres. Je crois que c'est quand même ce qui peut être applicable le plus rapidement. La boule de cristal. Alors, je ne prends pas ma boule de cristal, mais je voulais juste rebondir sur le fait que les exemples qu'on vous a donnés, ils étaient précisément choisis pour vous montrer qu'on était très proche d'application et que ça vous montre que la recherche, c'est pas quelque chose d'ésotérique et de très lointain, mais que ça permet d'avoir des applications qui potentiellement sont extrêmement rapides. Alors, on pourrait aller encore plus vite, je ne vais pas recommencer sur mon niveau habituel. Surtout qu'on y sur les reviendra plus de plus. moyens, mais je le redis. Et donc, l'exemple qu'on vous a donné avec les gènes de synthèse de la mélatonine, c'est déjà fait, c'est en cours. L'exemple que je vous ai donné de tout ce qu'on peut faire à partir de la voie immuno-inflammatoire, c'est des recherches qui sont menées, qui sont en cours et qui, si elles aboutissent, permettront très vite d'être appliquées. Et l'exemple des stratégies très prometteuses du neurofeedback et de l'imagerie cérébrale, c'est une étude qui va démarrer dans pas très longtemps. Et si ça fonctionne, ça pourrait être applicable aussi très très rapidement. Alors, dans la salle, voilà. Je me demandais comment vous faites pour choisir justement les patients qui peuvent participer à ces recherches. Comment vous les sélectionnez? Est-ce qu'il y a du volontariat? Je sais pas. Alors, l'infrastructure qu'on a mis en place à la Fondation fondamentale, je vais parler pour ce qu'on a créé en France. Donc, on a créé un réseau de centres experts, comme vous le savez, qui ont été créés avec cette double mission d'être des plateformes de diagnostic et de recherche. Donc, comme vous le savez, les patients se sont adressés par leur médecin, on leur fait un bilan le plus complet possible, on fait des recommandations thérapeutiques qui leur sont transmises à leur famille et transmises à leur médecin, et ensuite, le principe, c'est qu'on leur propose de participer à des projets de recherche. Libre à eux d'accepter ou de refuser. Bien sûr que nous, on est très contents quand ils acceptent, parce que c'est comme ça que la recherche avancera, c'est en la faisant avec vous, en vous tenant informés comme on le fait aujourd'hui, parce que bien entendu, un des objectifs, c'est de partager avec vous les résultats de la recherche et de vous informer. Mais il n'y a pas de mystère sur le plan de la participation en recherche. Juste, ajouter un mot. En fait, il n'y a pas de sélection. Plus on en a, mieux c'est. Donc, on est vraiment très ouvert à ce qu'il y ait un maximum de participants. Ça rejoint plusieurs questions d'un internaute sur comment être volontaire soi-même. C'est-à-dire concrètement, un patient qui souhaiterait, donc c'est une question plusieurs questions de Denis, un patient qui souhaiterait participer à la recherche, comment doit-il faire? Comment doit-il s'y prendre? Une des façons de faire, c'est de regarder sur le site de la Fondation fondamentale, www.fondation-fondamentale.org, sur lequel sont décrits la carte des centres experts qui existent en France. Et au sein de ces centres experts, il y a toute une série de projets de recherche. Le plus simple, c'est celui qui consiste à participer à la cohorte des patients qui sont vus sur les centres experts, où on leur demande de nous donner accès à un certain nombre de données cliniques et d'échantillons biologiques, prochainement si on en a les moyens d'imagerie cérébrale, et c'est comme ça qu'on crée des très grandes cohortes de patients sur lesquels les études et les recherches de biomarqueurs et de stratification peuvent se développer. Donc ça, c'est une façon relativement simple de faire, et en tout cas que je connais et que je peux vous décrire. D'autres questions? Oui. Le micro du fond.
Alors j'ai juste une question toute simple. Où est-ce qu'on peut suivre l'avancée de vos recherches pour les différentes publications que vous avez faites, s'il vous plaît? Donc, il y a un certain nombre. Donc, toutes les communications qu'on fait sont accessibles à tous, au plus grand nombre. On essaie de communiquer au maximum, c'est-à-dire que quand on a des nouveaux résultats, des faits marquants, on essaie de faire des revues de presse, on essaie de communiquer auprès des associations de patients, auprès du grand public au maximum. On communique pas mal via le site de la Fondation fondamentale sur lequel sont retranscrits des découvertes majeures, des grands axes de recherche qu'on développe. On essaie vraiment de diffuser le plus possible et on est ouvert à toute suggestion pour diffuser encore plus, mais vraiment l'idée c'est de communiquer le plus possible là-dessus. Oui, internaute. Question d'internaute, une question de Muriel qui revient peut-être un peu en arrière, mais qui demande: a-t-on les méthodes efficaces pour différencier ce qui relève de la bipolarité et du TDAH? Ça va être dans la réponse. Oui, alors donc le TDAH c'est pour les troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Et on sait qu'il y a un certain nombre de chevauchements cliniques, de symptômes en tout cas, qui peuvent être communs sur certaines formes. Mais là, les deux compères pourront en parler beaucoup mieux que moi. Sur le plan biologique, à l'heure actuelle, on ne sait pas véritablement dissocier entre les deux. On a juste quelques avancées génétiques avec quelques éléments qui font penser qu'il pourrait y avoir quelques gènes en commun entre les deux types de maladies, mais ce n'est pas la majorité d'entre eux. C'est à peu près tout ce que je peux dire sur le plan biologique en tout cas. Et effectivement, cliniquement, c'est une question assez compliquée parce qu'on sait que, par exemple, quand on a un trouble bipolaire à l'âge adulte, on a souvent eu l'hyperactivité ou l'inattention dans l'enfance. Certains des symptômes peuvent un peu s'apparenter et être un peu communs. Ça, c'est un des gros challenges dans la recherche, c'est de pouvoir comprendre en fait quels sont les mécanismes communs et différents à ces deux troubles. Donc aujourd'hui, ça c'est vraiment une thématique de recherche importante pour laquelle on n'a pas une réponse définitive à apporter. Oui, Johanna. Autre réponse d'une internaute, de Christiane. Autre question, excusez-moi. Pouvez-vous évoquer les électrochocs et est-ce qu'il y a des travaux de recherche sur le sujet? Donc, alors ce qu'on a appelé électrochocs, parce que ça a un peu changé, en particulier la façon de les faire, qu'on appelle aujourd'hui sismothérapie. Je vais peut-être rappeler juste le principe, c'est sous anesthésie générale, au bloc opératoire, enfin en salle de réveil directement, avec la présence d'un anesthésiste. Donc un patient, on fait un choc électrique, c'est-à-dire qu'on fait passer du courant entre les deux tempes cérébrales pour faire une crise d'épilepsie. Et alors, c'est un traitement qui est encore largement utilisé pour une bonne raison, c'est que c'est probablement dans les épisodes dépressifs résistants ou très sévères, ou dans les épisodes maniaques résistants ou très sévères, le traitement le plus efficace. Qui marche vraiment quasi systématiquement, et il a un deuxième avantage, c'est qu'il marche très rapidement. On sait tous que par exemple dans les dépressions très sévères dans le trouble bipolaire, les antidépresseurs, quand ça marche, ça peut mettre un peu de temps, ou le traitement par lithium, etc. peut mettre un peu de temps, et des fois on ne peut pas attendre. Par exemple chez les sujets âgés, on ne peut pas se permettre d'attendre que le traitement marche. Et deuxièmement, on a souvent en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, beaucoup moins d'effets secondaires avec la sismothérapie qu'avec certains médicaments ou avec certaines combinaisons de médicaments. Quand on donne 2, 3, 4 lignes de médicaments combinés, on peut avoir des fois plus d'effets secondaires qu'avec la sismothérapie, puisque en fait la sismothérapie, les effets secondaires, c'est surtout des troubles de la mémoire des jours qui précèdent ou qui suivent la sismothérapie, mais dans la très grande majorité des cas, c'est tout ce qu'on observe. Et en plus, les techniques d'anesthésie aujourd'hui sont quand même très bien maîtrisées par les collègues. Moi j'ai eu une vingtaine de CT et j'ai des troubles de la mémoire, pas seulement juste quelques jours dont vous parlez, mais dans le passé, des choses dont je ne me souviens pas du tout, des choses précises, par exemple les noms de personnes ou des choses que j'aurais vécues. Et mon mari me dit mais si, on avait fait ci, on avait fait ça.
L'autre chose, c'est le manque d'attention. Et du coup, ma psychiatre m'a indiqué une orthophoniste et je vais toutes les semaines faire des séances d'orthophonie. Alors ça arrive, les troubles de mémoire à plus long terme aussi. Alors après c'est toujours difficile parce que les traitements médicamenteux, enfin certains traitements médicamenteux aussi induisent des troubles de mémoire. On sait aussi, ça c'est des découvertes de la recherche, que effectivement il y a les dépressions, les épisodes d'excitation maniaque, mais entre les épisodes, beaucoup de patients souffrent de troubles cognitifs à différents degrés, qui ne sont pas que liés au traitement, qui sont souvent aussi secondaires aux dépressions et aux épisodes maniaques, mais qui handicapent énormément, comme exactement ce que vous dites, dans la vie de tous les jours. Et il y a des traitements qui commencent à se développer. Alors, effectivement, ce dont vous parlez, les orthophonistes, les neuropsychologues, sont encore à l'heure actuelle très peu formés à tout ça. Je pense que c'est assez difficile de trouver une orthophoniste ou une neuropsychologue qui connaît bien le trouble bipolaire. C'est quand même, alors peut-être en région parisienne c'est un peu plus facile, mais sinon c'est quand même très rare. Alors qu'on sait que c'est des techniques qui marchent pour le coup vraiment très bien et qui aident dans la vie quotidienne. Vous pensez qu'il pourrait y avoir combien de séances prescrites ? On ne parle pas sans micro, hein. Donc vous pouvez dire qu'il faudrait que je fasse 10 séances, 20 séances C'est très variable sur les gens, mais c'est quand même très fréquemment très utile en fait. Et j'ai pas compris les troubles cognitifs, qu'est-ce que Ah, les troubles, alors là, oui, pardon, c'est de ma faute. Alors, ce qu'on appelle les troubles cognitifs, en tout cas dans le trouble bipolaire entre les épisodes, c'est généralement sur des troubles de l'attention, difficulté à se concentrer, à focaliser sur une chose particulière, et des troubles de la mémoire qui sont très liés aussi aux troubles de l'attention. Si on ne peut pas se concentrer quand on lit quelque chose ou quand on voit quelque chose, on peut difficilement le répéter une semaine après. Dernière question d'internaute, non? Eh ben voilà, réunion dans la salle. Question dans la salle. Oui, je voudrais savoir qu'est-ce qu'un neuropsychologue et en quoi consiste le suivi par un neuropsychologue ou par un orthophoniste. J'ai jamais entendu ça en fait. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un neuropsychologue? Alors, c'est un psychologue qui a fait une spécialisation après, justement en neuropsychologie. Et la neuropsychologie, c'est quoi? Alors, c'est un domaine particulier de la psychologie qui s'intéresse aux facultés cognitives de mémorisation, d'attention, de concentration. Et donc, ce sont des personnes qui sont formées à faire le bilan diagnostique de ces troubles-là et à les traiter avec des sortes de techniques de psychothérapie focalisées sur ça. Et donc c'est vrai que c'est quand même relativement peu développé alors que c'est très utile. Dernière question internaute. Une autre question sur les points communs entre les troubles bipolaires et la schizophrénie. Est-ce qu'en termes de prise en charge ou de distinction de sous-groupes, ça propose des pistes? Alors, sur le plan de la recherche, donc beaucoup de similitudes sur le plan biologique d'une manière assez spécifique en englobant l'ensemble des troubles bipolaires et la schizophrénie. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un patrimoine génétique partagé de vulnérabilité entre ces deux pathologies. Ça, c'est assez bien démontré. On sait que le chevauchement biologique entre ces deux pathologies existe. On travaille beaucoup à l'heure actuelle à essayer de voir si ça correspond justement, pour revenir sur les sous-groupes qui ont été évoqués jusqu'à présent, à des sous-groupes particuliers de patients, aussi bien des patients qui manifestent les symptômes de la schizophrénie ou des patients qui manifestent plus les symptômes de troubles bipolaires, pour voir si entre eux, ils ont plus de similitudes sur quelques aspects cliniques ou plusieurs aspects biologiques. Et nous, on a tout un axe de recherche qui travaille énormément là-dessus. Je sais pas si... Alors oui. Attention, hein, j'ai la... Je voudrais savoir s'il existe quand même une comorbidité entre l'épilepsie et les troubles bipolaires. Alors ça, c'est une grande question, une question un peu ancienne, et pour lesquelles on ne sait pas trop, c'est toujours un petit peu, c'est assez difficile même de mener des études sur la question, parce qu'il y a, dans les traitements du trouble bipolaire, c'est vrai qu'une des grandes classes, c'est quand même les antiépileptiques.
Voilà. Donc après, de savoir si les patients font plus ou moins de crises d'épilepsie, comme on leur donne beaucoup de psychotropes qui peuvent soit empêcher les crises, soit en déclencher, c'est assez difficile de savoir. On n'a pas de réponse définitive. Par contre, on sait qu'il y a peut-être des mécanismes ou des choses qui sont un peu communes après ces deux maladies du cerveau, donc, mais on n'a vraiment pas de réponse définitive. Je crois qu'on doit bientôt s'interrompre, mais moi, j'ai juste, si je peux me permettre de rajouter un petit truc. C'est que, parce que tout à l'heure, quelqu'un a dit que ça... C'est peut-être... qui a dit que ça coûtait cher de faire de la recherche. Ah non, alors après ça. C'était 800 € par patient. On va y revenir dans un instant. C'est la question dans Ah bon. à propos de l'épilepsie. D'accord. Donc on va considérer que nous avons terminé avec ces questions, mais apparemment il y a des sujets sur le coût de la recherche. Alors, nous sommes co-organisateurs de cette rencontre, hein, co-organisateurs d'un côté la Fondation fondamentale qui a en charge ces questions de recherche, et puis l'association Argos, une association de patients et de proches bipolaires. Alors c'est la deuxième année que nous co-organisons cette journée mondiale, et du coup je me dis, il faut peut-être qu'on jette, il nous reste 5 minutes, qu'on jette un œil sur les questions que Marion Leboyer évoquait, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a à faire ensemble. Alors j'entends bien qu'il y a besoin pour les travaux de patients pour organiser des cohortes, j'entends bien que la recherche a besoin et la Fondation fondamentale a besoin de financement et qu'on est tous invités à donner à la Fondation et on est tous invités à trouver des gens qui sont susceptibles de donner. De la même manière, l'association Argos a aussi besoin de dons, d'ailleurs, voilà. Mais notre association a besoin, comme le disait Marion Leboyer, d'entendre ce que la recherche progresse. Elle a peut-être besoin aussi, cette fondation, de nous entendre. Mais allons jusqu'au bout du bout et posons-nous la question de savoir si nous, en tant que patients, alors patients organisés dans le cadre d'une association, si on n'a pas plus et mieux à faire pour aider à ce que la recherche progresse. Sous le contrôle de Marion Leboyer, la recherche sur la santé mentale, c'est 2% du budget de la recherche médicale, 2%. Alors on voit là-dedans ce qui va sur la bipolarité, et du coup, est-ce que nous, on ne peut pas bousculer les pouvoirs publics? Est-ce que nous, on ne peut pas mieux communiquer, mieux parler, plus exiger pour que la recherche demain passe à 2,5%, 3%, 4%, et que du coup les questions financières, comme elles ont été évoquées, on perde un peu de ce retard. Alors, moi je voulais juste dire en fait que ça marche, parce que si on prend deux pathologies pour lesquelles on a pas mal avancé en médecine ces 20 dernières années, si je prends par exemple les cancers et le sida, il s'est quand même passé une chose commune dans ces deux troubles, c'est que dans les années 90, effectivement sous la pression, beaucoup d'associations de patients, il y a une vraie pression qui a été mise sur les pouvoirs publics et on a décidé que c'était des priorités et au final, il y a eu beaucoup de recherches qui a été faites et au final ça a marché dans ces deux pathologies, que ce soit dans le cancer ou dans le sida, les choses ont vraiment radicalement changé. Moi je pense vraiment grâce à cette pression des associations de patients dans les années 90. Et je pense que c'est le genre de choses qui pourrait faire changer un peu les choses dans le trouble bipolaire par exemple. Juste un tout petit complément, puis je vous passe la parole tout à fait pour rebondir sur ce que vient de dire Jocelyn Renaud et pour vous parler aussi de ce qui se passe dans les autres pays. Donc dans les autres pays, le Canada en tête, ou l'Australie, ou l'Angleterre, ou les autres pays européens, le soutien et la pression des pouvoirs publics se fait ensemble, c'est-à-dire associations d'usagers et professionnels, et c'est comme ça que les moyens qui sont déployés dans tous les pays que je viens de citer sont considérables par rapport à ce qui se passe en France. Et l'exemple qui est que ça marche, c'est que
le président de la République va lancer et annoncer les éléments du plan autisme le 6 avril, donc la semaine prochaine, et c'est largement dû à ce que les associations de parents d'enfants autistes ont demandé qu'il y ait des changements dans l'organisation des soins, mais aussi dans le financement de la recherche. Donc je ne vais pas déflorer ce qui va être dit la semaine prochaine, mais ça montre bien que quand il y a des actions que les usagers font et que à partir du moment où, comme vous le faites aujourd'hui, vous vous intéressez à la recherche et vous comprenez que soutenir la recherche, c'est absolument essentiel pour qu'on améliore les soins, la prise en charge, le pronostic des pathologies en question. On a vraiment besoin de votre aide et ça ne peut se faire qu'ensemble. C'est pas quand moi je vais voir le ministre de la Recherche ou les directions des différents instituts de recherche, les choses bougent, c'est ensemble qu'on peut faire ça. Et ça ne peut être fait que s'il y a une vraie collaboration entre vous et nous, dans les deux sens. C'est-à-dire que ce qu'on fait aujourd'hui est extrêmement important aussi, de vous expliquer les résultats de la recherche, de vous entendre aussi nous dire, nous on aimerait que vous fassiez de la recherche sur tel ou tel sujet. Je voulais ajouter quelque chose dans l'idée de ce que vous dites, la coopération, et je reviens sur l'IRM. Comme l'a dit une personne tout à l'heure, on n'a jamais fait d'IRM. Est-ce que ce n'est pas possible? Nous sommes un foyer de bipolaires et dans toute la France, grâce à Argos. Et donc, est-ce qu'il n'est pas possible que vous donniez l'idée, vous l'avez peut-être déjà eu, faites une IRM à tous vos patients, faites des trucs biologiques, vous pouvez récupérer ces données de façon facile, vous pouvez les analyser, chaque IRM sera remboursé par la sécurité sociale dans son coin, et voilà, je crois que vous avez compris l'idée. Oui. Et la réponse est assez simple, c'est effectivement il faut qu'on se connaisse, mais il faut qu'on travaille plus ensemble, il n'y a aucun doute, que ce soit pour participer à la recherche ou pour discuter avec les pouvoirs publics, les sensibiliser aux troubles bipolaires. Ils sont très très peu sensibilisés, et effectivement à l'étranger, alors ça marche pour différentes raisons. Au Canada, c'est parce que la mère du Premier ministre est bipolaire, elle le dit partout, et ça marche, voilà. Merci, merci à toutes et à tous. Pour les gens qui sont pas loin de la région francilienne, donc comme évoqué tout à l'heure, le film « Je ne me souviens de rien » avec Diane Sarah Bousgaro, qui est la réalisatrice de ce film. Elle sera présente et elle discutera avec nous. C'est 18 rue de l'Hôtel de Ville. Merci donc à chacun pour sa participation. Je vous prie juste de noter une date pour que l'on puisse se revoir, le 30 mars 2019. Merci.